Dobry den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce programme concocté par la rédaction française de Radio Prague International avec au sommaire aujourd'hui un hommage à Petr Uhl décédé la semaine dernière à Prague et puis du cinéma avec un court-métrage tchèque au cœur d'une famille d'origine vietnamienne en lice pour les Oscars. Combattant acharné pour les droits humains, Petr Uhl est mort ce mercredi à l'âge de 80 ans. Sa vie d'engagement, aux côtés de sa femme Anna Shabatova, a été marquée par de nombreuses années d'emprisonnement sous le régime communiste et par des prises de position non consensuelles après la révolution de velours. Nous vous proposons maintenant un medley d'extraits d'interviews qu'il a accordés au programme en français de Radio Prague International, et ce depuis de nombreuses années. Né en 1941 dans ce qui a été appelé le protectorat de Bohême-Moravie, Petr Uhl sort diplômé de l'Université technique de Prague en 1963 et enseigne lors du printemps de Prague. Il est classé parmi les militants marxistes anti-staliniens quand les chars envahissent la Tchécoslovaquie. Au moment, au mois de mai, juin surtout, les menaces soviétiques sont devenues réelles. Alors, il n'y avait presque personne, il n'y avait personne dans la société tchécoslovaque qui oserait dire « je suis contre le socialisme à visage humain ». Tout le monde se tenait, Dubček, Svoboda, Tchernik, et les autres, Grigel, etc. Et bien sûr, il y avait toujours 5 ou 10% des staliniens, mais qui disaient qu'ils n'avaient pas assez de courage de se présenter. C'est-à-dire ils ont trouvé le courage après l'intervention. Et c'était difficile, même après l'intervention pour eux, d'influencer les gens dans ce sens-là. Alors, je pense que le socialisme à visage humain, c'était un mot d'ordre qui était valable, parce que ce n'était pas une fraude. Nous avons pensé que le socialisme est une autre chose, mais quand même, nous avons soutenu le développement à l'époque, tout en soulignant l'autogestion, et l'autogestion non seulement territoriale, mais aussi de production dans les entreprises, c'est-à-dire les conseils des travailleurs, et l'activité d'en bas de chaque lieu de travail, de chaque personne, etc. Et surtout, nous avons souligné le tiers-monde qui était oublié, c'est-à-dire les rapports du monde riche, y compris le nôtre, aux pays qui sont sous-développés, etc. C'était peut-être le plus grand problème de notre courant avec le courant dominant. Mais ce n'était pas antagonisme ou une contradiction. Alors, je pense que le mot d'ordre était correct, réel et bien fondé. Petr Uhl initie la création fin 1968 du mouvement de la jeunesse révolutionnaire. L'année suivante, il est arrêté par le régime qui a pour objectif fixé par Moscou de normaliser le pays et il est emprisonné près de 4 ans, une première fois. Comme j'étais 2 fois en prison pour une longue période 2 fois, c'était 69 jusqu'à 73, et alors ces 4 années c'était très dur pour moi parce que je rentrais dans une situation de normalisation qui était beaucoup pire que la situation en 69 lorsque j'étais encore en liberté. Et c'était un peu une situation désespérée parce que la société s'est embourgeoisée, on est entré dans un isolement et dans une privatisation des intérêts. Mais peu à peu, il se crée à Prague et ailleurs une ambiance, si vous voulez, militante ou combative. Et vers la fin de 76, nous avons fondé la charte 77. Et lorsque j'étais arrêté en 79 pour 5 ans, et je suis rentré dans la charte qui était plus loin qu'avant, qui était plus forte déjà. Il y avait moins de répression et il y avait surtout beaucoup d'autres initiatives et beaucoup d'autres activités sur le plan culturel, politique, environnemental, religieux, tout ce que vous voulez. Alors, la deuxième rentrée en 84,
Ce n'était pas psychologiquement, sur le plan politique au moins, ou sur le plan de mes activités publiques, ce n'était pas un problème. Le problème était 10 ans avant. Co-fondateur également du Comité pour la défense des personnes injustement poursuivies, Peter Uhl exerce des professions ouvrières et travaille notamment comme chauffagiste, comme de nombreux intellectuels à l'époque. Malgré déjà 9 ans passés derrière les barreaux et 3 enfants nés entre-temps, il continue à s'engager et il fait partie des dissidents invités lors du petit déjeuner, désormais célèbre, organisé par François Mitterrand à l'ambassade de France en 1988. Pour moi au moins, c'était très étonnant qu'il a posé, François Mitterrand nous a posé une question importante. Ça vous gêne pas si après ce petit déjeuner, je me rends au château de Prague et je discute avec Houssac et avec les autres? Alors nous étions surpris tout d'abord et puis nous avons dit mais au contraire, parce que tout le monde est influençable et c'est une influence, bien sûr, et votre présence ici et la discussion. Mais seulement la discussion avec Houssac est tout à fait correcte, sous la condition que vous rappelez les prisonniers politiques. Et voilà la liste. Je lui ai donné la liste parce que j'étais au nom du comité des personnes injustement condamnées, injustement poursuivies. Et il a appris, il était très heureux que nous acceptons son intention d'aller au château et de parler avec le président de la République et le premier secrétaire du Parti communiste. Quelques mois plus tard, l'heure de la révolution de velours a sonné en 1989 et le rôle de Peter Uhl reste central, même s'il le regrettera plus tard sur notre antenne. C'est en effet lui qui annonce aux médias étrangers la mort de l'étudiant Martin Schmidt, une mort inventée par une certaine Drahomira Dražska. Au moment où j'étais arrêté le 19 novembre pour avoir diffusé une information qui était fausse, qui correspondait pas à la réalité, c'est-à-dire la mort prétendue de l'étudiant Martin Schmidt. Alors je me suis trouvé en prison et le lendemain, ma femme a demandé à Madame Dražska pour lui montrer la maison et pour lui faire entrer dans la maison où le prétendu Martin Schmidt vivait. Et après 20 minutes de discussion, de polémique, Madame Dražska a avoué ouvertement qu'elle avait menti. Madame Dražska, qui a donc inventé la mort de Martin Schmidt, dit aujourd'hui ne pas regretter parce qu'elle pense que c'est ça qui a provoqué la suite des événements. Qu'en pensez-vous? C'est son opinion. Je pense que les choses que sont bonnes, on ne peut pas les atteindre par les moyens qui sont mauvais. Alors, je regrette, moi-même, je regrette beaucoup d'avoir transmis cette fausse information au grand public parce que c'était une faute professionnelle que je regrette. Et même pour le prix que la révolution pourrait éclater 2-3 jours ou 2-3 semaines après, et même avec le risque qu'elle aurait pu avoir un autre déroulement. Oui, alors je le regrette tout simplement parce que les choses fausses, on ne le fait pas. Et si elle pense le contraire, c'est son affaire. Je n'ai jamais vu Madame Dražska. C'était toujours intermédié, c'était toujours transmis par les bandes de magnétophones et par les dépositions des personnes qui lui ont parlé. Oui. Après la chute du régime communiste, Peter Uhl devient député, puis prend la tête de l'agence de presse Četeka, avant de devenir représentant du gouvernement pour les droits de l'homme. C'est notamment en cette qualité, mais pas seulement, que cet homme de conviction a toujours défendu des thèses pas toujours très populaires en Tchéquie et pourfendu le nationalisme particulier des Tchèques selon lui. Ce fut notamment le cas dans le scandale de la porcherie de Lety, laissé pendant des décennies en fonctionnement sur l'emplacement d'un ancien camp de concentration pour Roms. Je pense que la situation qui est lamentable, je l'avoue, est
ressort de la situation globale qui est aussi lamentable. C'est-à-dire, il y a dans ce pays une certaine absence ou défaillance ou manque de la réflexion historique. C'est-à-dire, les Tchèques vivent toujours un peu dans les schémas qui ont été dressés au cours de leur combat économique et politique dans la seconde moitié du XIXe siècle, et c'était la soi-disant renaissance nationale tchèque au XVIIIe et au XIXe siècle. Le schéma, c'est un schéma nationaliste. Le nationalisme tchèque, parce que c'était un nationalisme d'une petite ethnie, relativement, n'était pas dangereux, ne provoquait pas les guerres, etc. Mais il pèse sur la société tchèque aujourd'hui comme un élément très très négatif si nous sommes, comme vous l'avez dit, membres de l'Union européenne. Et je trouve que ce nationalisme est lié avec une certaine aversion ou méprise à l'envers des Roms, ce qui est dû à la situation sociale de la population rome après 1989. Ils sont appauvris, n'ont pas de travail, chômage, tout ça ce qui est autour. Il est vrai, et je dois l'avouer, que les autorités ont une certaine responsabilité pour ça s'appelle l'anticiganisme. C'est le mot de l'ONU, c'est pas le mot courant en français ou en tchèque, mais ça s'appelle l'anticiganisme. Ils sont coupables, les autorités, pour cet anticiganisme aussi, parce que si vous prenez l'antisémitisme, qui était dans les pays tchèques assez grand encore après la Seconde Guerre mondiale, alors il est très très faible comparé à la Pologne, à l'Ukraine, à la Russie, mais aussi à la Slovaquie. Alors ça, la société tchèque était capable de travailler là-dessus elle-même, mais quant aux Roms, non. Alors c'est bien sûr la faute, et surtout c'est lié, le camp de concentration de Lety est lié à l'optique de la société majoritaire tchèque, des Roms, et de l'ignorance de leur histoire, de leur tradition, de leur situation même actuelle, sociale, culturelle et autres. Pour ses multiples engagements, Peter Uhl a été décoré à plusieurs reprises dans son pays, mais aussi à l'étranger, en Allemagne et en Pologne notamment. En 2006, il devient chevalier de la Légion d'honneur française. Alors personnellement, c'est le sommet de ma vie, de ma carrière. C'est une reconnaissance non seulement de mes faits, de mon histoire, de mes contacts avec la France, mais surtout de la Charte 77. Nous sommes maintenant dans le palais Bicouat, c'est le siège de l'ambassade de France à Prague, où François Mitterrand, en 1988, en octobre, a offert un petit déjeuner pour une douzaine ou dizaine de dissidents, de militants de la charte 77. Et je pense que c'est la reconnaissance de notre lutte avant la révolution de velours, mais aussi de toutes les toutes les tendances qui se sont réalisées ou même pas réalisées après la révolution de velours sur le plan des contacts et de la coopération franco-tchécoslovaque et franco-tchèque. Comme le montrent ces extraits de nos archives, le regretté, très regretté Peter Uhl répondait volontiers aux questions de Radio Prague International en français. Son engagement, sa franchise, son humilité et sa gentillesse ont fait de chaque rencontre avec lui un moment particulier. Suite de notre émission avec du cinéma maintenant et le court-métrage d'animation Love Dad de Diana Kam van Nguyen
qui a remporté plusieurs prix internationaux et s'est récemment qualifié pour les Oscars 2023. Ce film de fin d'études de la FAMU est centré sur la relation trouble entre la réalisatrice tchéco-vietnamienne et son père et s'articule autour de lettres que les deux s'échangeaient lorsqu'elle était adolescente et qu'il était en prison. À peine 28 ans, Diana Cam Van Nguyen n'en est pas à son coup d'essai. Émigré en Tchéquie, le père vietnamien de la réalisatrice a été emprisonné il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. On écoute Diana Cam Van Nguyen. Il avait sa propre marque de tabac et vers l'année 2004, il n'a pas appliqué la taxe appropriée. Mais cette année-là, c'était encore un peu comme dans les années 90 en République tchèque et il y avait un vide juridique dans la loi tchèque en fait. Donc il était en quelque sorte possible de le faire. Mais il a été en prison pendant 1 an. Ensuite, ils l'ont laissé sortir parce qu'il n'avait pas assez de preuves. Le film de 12 minutes est composé notamment des lettres et enveloppes que la réalisatrice échangeait avec son père. C'est la seule chose qui soit vraiment vraie et authentique dans le film. Je veux dire du point de vue visuel. Je savais que je voulais utiliser ces lettres, donc oui, elles sont authentiques. Je suis de la 2e génération, je suis vietnamienne, je peux parler vietnamien, mais je ne sais ni lire ni écrire. C'est pourquoi mon père devait m'écrire en tchèque. Il peut parler tchèque, mais il a aussi beaucoup appris en prison. C'est bien qu'il ait pu communiquer avec moi de cette façon. Le film a remporté le Grand Prix du jury au festival AFI, qui est un festival qualificatif pour les Oscars dans la catégorie des courts-métrages. Cela signifie que je suis sur la longue liste, ce qui représente environ 80 à 90 courts-métrages chaque année. À partir de cette longue liste, il y aura une liste courte de 15 ou 20 films. Donc maintenant, c'est comme si nous avions une chance, mais ça ne veut pas encore dire grand-chose. Le film a pour l'instant très bien marché. Il a été présenté dans plus d'une vingtaine de festivals internationaux et a remporté de nombreux prix. Je pense que la technique est vraiment spéciale. Les films utilisant cette technique sont rares, ou en tout cas, je n'ai rien vu de tel. Alors c'est peut-être ça. Aussi, la technique fonctionne vraiment avec le sujet. Je pense que c'est une bonne combinaison. Mais il y a beaucoup de courts-métrages d'animation réussis ces dernières années, et je ne suis pas une débutante, si je peux le dire comme ça, parce que mon précédent film a aussi eu un peu de succès. Pas tant que ça, mais c'est quand même plus facile pour moi d'entrer dans ces festivals, parce que certains me connaissent déjà. Aussi, nous avons une distribution professionnelle maintenant. Nous avons une distribution française, ce qui est nouveau avec la société Mew. French distribution Mew. Even it's so personal and it's basically. Même si elle est très personnelle et qu'elle porte essentiellement sur les cultures tchèques et vietnamiennes, le monde entier peut d'une certaine manière comprendre cette histoire car il y a davantage de problèmes de minorités dans le monde entier. More of these minority problems in the whole world. Quelle a été la réaction du père de la réalisatrice après avoir vu ce film? C'est la dernière question posée à Diana Cam Van Nguyen. Oui, mon père l'a vu. Je savais depuis le début qu'il fallait qu'il le voie avant tout le monde, avant qu'il y ait des projections. J'étais vraiment préparée à cela, mais au cours de l'année, lorsque nous avons commencé la production, j'étais de plus en plus nerveuse et je faisais de plus en plus attention à ses sentiments. Parfois, mes décisions étaient un peu difficiles à prendre. Je lui ai montré le film quand nous l'avons terminé. C'était un peu étrange parce qu'il m'a demandé des choses plus pratiques sur le film, pas sur le sujet. Il demandait combien le film avait coûté, où j'avais trouvé les acteurs. J'ai dû le pousser, lui poser la question plus personnelle de savoir si cela ne le dérangeait pas, que je rende public un sujet aussi personnel sur notre famille. Il était d'accord avec cela, il m'a dit que de mon point de vue, je disais la vérité, ce qui est en fait plus que ce à quoi je m'attendais. Mais je pense que nous ne reviendrons plus jamais sur ce sujet. Je suis très heureuse qu'il connaisse mes sentiments et c'est suffisant pour moi. Et c'est ainsi que se termine cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague International. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. À bientôt. Ahoy!